Ma femme a dit. Pas de relation intime pour toi jusqu'à ce que tu acceptes une relation ouverte. Je me suis levé et je lui ai montré la porte. Son visage est devenu livide après qu'elle a vu que j'étais sérieux. On dit que l'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un jusqu'à ce qu'il vous demande de détruire votre propre dignité. Je pensais connaître ma femme après 7 ans de mariage. Chaque rite d'expression, chaque routine matinale. Chaque rêve que nous avions construit ensemble brique par brique. Mais la femme qui était assise en face de moi ce vendredi soir, habillée comme si elle allait quelque part où je n'avais jamais été invité, me demandant d'accepter quelque chose qui détruirait notre mariage tout en me gardant pour payer les factures. C'était une étrangère portant le visage de ma femme. Mon nom est Daniel Foster et j'ai besoin de vous raconter ce qui est arrivé à mon mariage. Pas pour attirer la sympathie. Je n'en ai plus besoin. Mais parce qu'il y a quelque chose d'important ici sur le fait de savoir quand partir. Sur la reconnaissance de sa propre valeur quand quelqu'un que vous aimez décide qu'elle est nulle. J'ai 35 ans. Je manie des marteaux et je pose des fondations depuis 15 ans maintenant. Un travail de construction. Le genre de travail où l'on rentre à la maison avec de la sueur dans les cheveux et du béton sous les ongles. Mes mains sont couvertes de cicatrices et de callosités. Mon dos me fait mal la plupart des matins. Mais il y a quelque chose d'honnête dans le fait de construire des choses qui durent. Quand je construis la charpente d'une maison, je sais que cette famille y vivra pendant des décennies. Quand je coule une fondation, je sais qu'elle tiendra bon contre les tempêtes et le temps. Je tire une certaine fierté de ce genre de permanence. Michel et moi étions mariés depuis 7 ans quand tout s'est effondré. Cette année de ce que je croyais être une fondation solide bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 25 ans. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. J'ai été attiré par son rire. La façon dont elle pouvait rendre une petite conversation significative. Elle était belle de cette façon accessible. Pas parfaite comme dans les magazines, mais vraie. Le genre de femme qui était belle dans n'importe quelle tenue. Qui faisait du retour à la maison une récompense. Nous n'avons jamais eu d'enfant, bien que nous en ayons beaucoup parlé. Michel disait qu'elle n'était pas encore prête. Elle voulait d'abord profiter de la vie de couple. Je n'ai pas insisté. Nous avions le temps, du moins c'est ce que je pensais. Elle restait à la maison pendant que je travaillais 60 heures par semaine. Parfois plus quand de gros projets se présentaient. Cela semblait fonctionner pour nous. Je subvenais aux besoins. Elle gérait la maison. Nous avons construit une vie ensemble dans un modeste 2 pièces dans un quartier convenable. Le genre d'endroit dont mon père aurait été fier. Des rues sûres, de bonnes écoles à proximité pour quand nous serions prêts. Des voisins qui vous saluaient quand vous tondiez la pelouse. Pendant des années, notre routine a semblé confortable, réelle. Je rentrais épuisé, et Michel était là à la porte, généralement avec le dîner prêt. Ou au moins planifié. Nous mangions ensemble, nous parlions de nos journées. La mienne pleine de chantiers et de problèmes d'équipe, la sienne plus calme. Mais toujours pleine de petits détails qui comptaient. Les matins du week-end étaient pour le café au lit. Les après-midi pour les courses ou simplement pour paresser ensemble. Nous faisions l'amour régulièrement, pas avec le feu des jeunes mariés. Mais avec la chaleur constante de personnes qui connaissaient le corps de l'autre. Qui avaient trouvé leur rythme. Puis, il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Michel a rejoint ce qu'elle appelait un groupe social. 5 ou 6 femmes du quartier qui se réunissaient pour des soirées vin tous les jeudis et des brunch le week-end dans des endroits branchés du centre-ville. Au début, j'étais heureux pour elle. Elle avait été isolée, passant trop de temps seule pendant que je faisais de longues journées. Je pensais que des amitiés féminines seraient bonnes pour elle. Lui donnerait quelque chose à attendre avec impatience au-delà de mon retour à la maison chaque soir. Mais ce n'étaient pas des amitiés normales. Les changements ont commencé petit à petit. La garde-robe de Michel s'est orientée vers des vêtements plus révélateurs, des hauts décolletés. Des jupes plus courtes. Des robes qui épousaient ses courbes d'une manière qui semblait conçue pour attirer l'attention. Quand je la complimentais ou l'interrogeais sur une nouvelle tenue,
Elle balayait la question avec désinvolture. J'avais juste envie d'essayer quelque chose de différent, disait-elle en haussant les épaules. Mais je ne me souvenais jamais d'avoir acheté ces vêtements. Et notre budget était assez serré pour que je remarque des achats coûteux. Son téléphone est devenu une extension de sa main, des textos constants. Des appels fréquents qu'elle prenait en privé. Des rires à des messages qu'elle ne partageait jamais. Quand je demandais à qui elle parlait, c'était toujours la même réponse. Juste les filles. Répondait-elle avec un ton qui suggérait que je ne devrais pas m'intéresser aux conversations des femmes. Très bien, pensais-je. Tout le monde a besoin d'intimité. L'intimité est morte progressivement. Puis soudainement, Michel a commencé à prétexter l'épuisement, des maux de tête, le stress. Quand je tendais la main vers elle dans le lit, elle se raidissait ou se détournait. Pas ce soir, est devenue sa réponse par défaut. Les matins du week-end se sont transformés en courses pour se préparer pour le brunch avec les filles. Nos moments de calme ensemble se sont évaporés. Remplacés par sa préparation interminable pour des événements sociaux auxquels je n'étais pas invité. Mais ce sont les conversations au dîner qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Michel est devenu obsédé par le fait de parler de ces femmes, de leur liberté. De leur façon de vivre de manière authentique. De leur refus de se contenter ou de compromettre leur bonheur. Elle n'arrêtait pas de parler de Sarah, qui avait quitté son mari parce qu'il la freinait. Ou de Jennifer, qui explorait ses options tout en étant techniquement encore mariée. Chaque histoire semblait conçue pour planter des graines. Pour me faire comprendre que rester dans une seule relation était en quelque sorte limitant. Que l'engagement était un piège plutôt qu'un choix. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails. Ces femmes n'étaient pas de joyeuses divorcées en train de se trouver. C'étaient des briseuses de ménage qui encourageaient leurs pires impulsions mutuelles. Elles se rencontraient dans des restaurants chers que je ne pouvais pas me permettre. Elles parlaient de leurs aventures avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris. Elles validaient les tromperies et les trahisons de chacune comme une prise de pouvoir et une découverte de soi. Michel rentrait de ces réunions stimulées d'une manière qu'elle ne l'était jamais après avoir passé du temps avec moi. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle racontait leur conversation. Mais quand elle me regardait, cette lumière s'estompait. Je pouvais la voir comparer, évaluer. Me trouver insuffisant face aux fantasmes que ces femmes lui mettaient dans la tête. La chaleur qui m'accueillait autrefois à la porte avait disparu. Michel levait à peine les yeux de son téléphone quand je rentrais à la maison. Le dîner est devenu un moment où elle me parlait plutôt que de parler avec moi. Des monologues sur le courage de son ami de quitter des relations ennuyeuses et de poursuivre le vrai bonheur. Quand j'essayais de participer pour poser des questions sur sa journée au-delà du groupe, elle donnait des réponses d'un seul mot et retournait à son téléphone. Je l'ai remarqué mais je n'ai pas cherché la confrontation. Une partie de moi espérait que ce n'était qu'une phase. L'agitation de la quarantaine, le besoin de se sentir jeune et attirante à nouveau. Je me disais qu'elle se cherchait, explorant des amitiés qu'elle avait manquées. J'ai travaillé plus dur, pensant que si je fournissais plus, contribuais plus, elle se souviendrait de ce que nous avions ensemble. J'ai pris des projets supplémentaires, rapporté des chèques de paie plus importants. Je l'ai surprise avec de petits cadeaux et des dîners en amoureux. J'avais tort. Plus j'essayais, plus je voyais de mépris dans ses yeux. Mes efforts n'étaient pas romantiques. Ils étaient pathétiques. Mon travail n'était pas admirable. C'était une corvée d'ouvrier qui me marquait comme manquant d'ambition. Ma fidélité n'était pas de la loyauté. C'était une prévisibilité ennuyeuse. Tout ce qui, selon moi, faisait de moi un bon mari est devenu la preuve de mon insuffisance. Un jeudi soir, pendant que Michel était dans la salle de bain pour se préparer pour la soirée vin. Son téléphone a vibré sur la commode. J'y ai jeté un coup d'œil par réflexe, sans fouiner, juste la réponse naturelle à une notification. L'aperçu montrait un texto de Sarah. Tu lui as déjà parlé du truc du mariage ouvert? Tu ne peux pas continuer à vivre ce mensonge pour toujours. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Essayant d'assimiler ce que je venais de lire.
Mariage ouvert? Quel mensonge? Cette nuit-là, j'ai entendu Michel dans la salle de bain, la voix étouffée, mais excitée. Non, il n'en a aucune idée, a-t-elle murmuré dans le téléphone. Il est trop occupé à jouer au héros de la classe ouvrière pour remarquer quoi que ce soit. Demain soir, je vais le lui dire. Le rire qui a suivi a été comme de l'eau glacée dans mes veines. Ce n'était plus ma femme. C'était une étrangère corrompue par le poison que ses amis lui faisaient avaler depuis des mois. Vendredi soir, je suis rentré à la maison après une journée particulièrement brutale. 12 heures de travail dans le béton par une chaleur de 90 degrés. Ma chemise était trempée de sueur, mes muscles hurlaient. Tout ce que je voulais, c'était une douche. Un dîner et peut-être une soirée tranquille avec ma femme. Michel était dans le salon, parfaitement maquillée comme si elle allait dans un endroit spécial. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable. Portant une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, d'apparence chère. Assez décolletée pour montrer sa poitrine. Assez courte pour être inappropriée pour une femme mariée. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, ce sourire familier jouant sur ses lèvres. « Salut », ai-je dit en posant mon sac de travail. « Tu es très belle. Tu sors encore ?» Elle a levé les yeux brièvement, son expression plate et dédaigneuse. « Non, en fait, j'ai pensé que nous devrions peut-être rester à la maison ce soir. » Parler. Quelque chose dans son ton a noué mon estomac. Ce n'était pas la voix d'une femme voulant se reconnecter. C'était la voix de quelqu'un qui avait pris une décision et était sur le point de l'annoncer. Super, ai-je répondu en essayant de paraître enthousiaste. Laisse-moi prendre une douche d'abord, puis nous pourrions peut-être commander à dîner. Et je pensais que nous pourrions juste parler maintenant. M'a-t-elle interrompu en mettant son téléphone de côté. Il y a des choses dont nous devons discuter à propos de notre mariage. Je me tenais là dans mes vêtements de travail, encore poussiéreux et fatigué. Regardant cette femme qui avait autrefois tout aimé de mon travail. Qui me massait les épaules endolories et me disait à quel point elle était fière de mon éthique de travail. Maintenant, elle me regardait comme si je laissais des traces de boue dans un musée. D'accord, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Qu'est-ce que tu as en tête? Michel a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de désagréable. Daniel, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à ce que je veux de la vie. À savoir si ce mariage fonctionne vraiment encore. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Je veux dire, tu rentres à la maison tous les jours couverts de saleté, épuisé. Avec rien d'autre à raconter que des chantiers et des problèmes d'équipe. A-t-elle expliqué froidement. Nous dînons, regardons la télévision, allons au lit. Et on recommence. À quand remonte la dernière fois où nous avons fait quelque chose d'excitant? Ah. Quand remonte notre dernière conversation qui m'a fait réfléchir? La critique m'a frappé comme un coup physique. Michel? Je travaille 60 heures par semaine pour que tu n'aies pas à le faire. Je pensais que c'était ce dont nous avions convenu. Je n'ai jamais accepté d'être une femme au foyer des années 1950 attendant que son mari ouvrier rentre à la maison et valide son existence. A-t-elle rétorqué, la voix tranchante maintenant, blessante. J'ai 32 ans, Daniel. J'ai des besoins, des désirs. Des rêves qui vont au-delà de la tenue de la maison pour un ouvrier du bâtiment. Ouvrier du bâtiment? La façon dont elle l'a dit a fait passer mon travail pour un échec. Comme quelque chose dont on devrait avoir honte. Cela de la part d'une femme qui vivait de mon revenu d'ouvrier du bâtiment depuis 7 ans. Quel genre de rêve, ai-je demandé, bien que je commençais à me douter que je le savais déjà. Michel a bougé sur sa chaise. Rassemblant du courage pour la bombe qu'elle était sur le point de lâcher. Je veux me sentir vivante à nouveau, Daniel. Je veux de la passion, de l'excitation. Une connexion avec des personnes qui me stimulent intellectuellement et émotionnellement. Et je ne te stimule pas, ai-je interrogé. Plus maintenant, a-t-elle répondu sans hésitation. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et que j'étais juste trop jeune pour m'en rendre compte. 7 ans de mariage balayés comme de l'ignorance de jeunesse.
Cet ans d'amour et de loyauté réduit à une erreur qu'elle avait dépassée. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. La maison, la sécurité financière. La stabilité. Je veux juste plus. Je l'ai regardé, attendant la suite. Je veux une relation ouverte, a-t-elle annoncé. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la fumée d'une explosion. Pendant un moment, je n'ai pas pu assimiler ce qu'elle avait dit. Une relation ouverte. Elle voulait rester mariée avec moi, mais coucher avec d'autres hommes. Tu veux quoi, ai-je réussi à dire. Un mariage ouvert, a-t-elle répété. Je veux la liberté d'explorer d'autres connexions tout en maintenant ce que nous avons ici. Beaucoup de couples le font, Daniel. Cela s'appelle être mature à propos des relations. Je pouvais entendre le côté répété de sa voix, comme si elle avait pratiqué ce discours. Tu veux que je te laisse me tromper, ai-je déclaré platement. Ce n'est pas tromper si nous sommes tous les deux d'accord, a-t-elle répondu sur la défensive. C'est de l'honnêteté. C'est admettre que la monogamie est un concept dépassé qui ne fonctionne pas. Pour tout le monde. Alors, tu as déjà choisi le gars avec qui tu veux être intime, ai-je demandé brutalement. Elle a tressailli à mon langage, mais n'a pas reculé. Il pourrait y avoir quelqu'un. Oui, mais là n'est pas la question. La question est la liberté. L'authenticité, ne pas être piégé par des règles arbitraires. J'ai senti quelque chose de froid et définitif s'installer dans ma poitrine. Et qu'est-ce que je retire de cet arrangement? Tu peux rester marié avec moi, a-t-elle répondu. Tu peux garder la vie que nous avons construite. Et tu obtiens les mêmes libertés que je demande. Je ne veux pas avoir d'intimité avec d'autres femmes, Michel. Je veux être marié à ma femme. Ai-je répondu. C'est ton choix, a-t-elle dit froidement. Mais tu ne peux plus faire ce choix pour moi. Le masque était complètement tombé maintenant. Elle voulait la sécurité que je fournissais tout en trouvant ses frissons ailleurs. Elle voulait que je sois son cocu. Non, ai-je dit fermement. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu, mais je le pensais totalement. Non, a-t-elle répété surprise. Je ne le ferai pas. Je n'accepte pas un mariage ouvert. Je ne te donne pas la permission de me tromper pendant que je paie tes factures, ai-je déclaré. L'expression de Michel est passée de la surprise à la colère. Tu ne peux pas simplement refuser d'en discuter. Je n'en discute pas. Je le rejette complètement, ai-je répondu. C'est exactement de cela que je parle, a-t-elle explosé. Tu es si rigide. Si fermé d'esprit. Tu ne peux même pas avoir une conversation d'adulte sur ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin. C'est d'avoir une intimité avec d'autres hommes tout en restant marié avec moi. Ai-je raté quelque chose, ai-je répondu. Tu es grossière et réducteur, a-t-elle lancé. Il s'agit d'épanouissement émotionnel. Il s'agit de toi voulant être une traînée tout en gardant un mari, les jeux interrompus. Elle s'est levée brusquement, le visage rouge de colère. Comment oses-tu m'appeler ainsi? Comment appelles-tu d'autre une femme mariée qui veut coucher à droite et à gauche, ai-je demandé. La dispute s'intensifiait rapidement, mais je pouvais voir autre chose dans les yeux de Michel. Surprise que je ne négocie pas. Que je n'essaie pas de trouver un compromis. Mes amis m'ont prévenu que tu réagirais de cette façon, a-t-elle dit sur la défensive. Elles ont dit que les hommes comme toi ne peuvent pas gérer les femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. C'était là. Ces soi-disant sœurs l'avaient coaché pendant toute cette conversation. Tes amis, ai-je dit lentement. Celles qui t'encouragent à détruire ton mariage. Elles m'encouragent à vivre de manière authentique. À arrêter de me contenter de moins que ce que je mérite, a-t-elle répondu. Et ce que tu mérites. C'est un mari qui paie les factures pendant que tu couches avec d'autres hommes, ai-je déclaré. Si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin émotionnellement et physiquement, alors oui. Je mérite de le trouver ailleurs, a-t-elle répondu avec défi.
J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 7 ans. Je l'ai vraiment regardée. Le mépris dans ses yeux n'était pas nouveau. Je pouvais voir maintenant qu'il s'était accumulé pendant des mois. Alors ai-je dit. Les mots sont sortis calmes, définitifs, sans colère ni supplication. Quoi, a-t-elle demandé, stupéfaite. Si je ne peux pas te donner ce que tu mérites, alors pars. Demande le divorce. Trouve un homme qui le peut, ai-je expliqué. Michel m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ce n'était pas dans le script que ses amis avaient fourni. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle murmuré. Totalement sérieux. Tu veux la liberté? Prends-la. Tu veux explorer d'autres connexions? Fais-le. Mais tu ne le feras pas en étant marié avec moi, ai-je répondu fermement. Elle a essayé différentes approches. Des larmes, des promesses, de la séduction. J'ai physiquement retiré sa main quand elle a touché mon bras. Tu ne restes pas ici, lui ai-je dit. Elle a attrapé son sac à main et ses clés, le visage déformé par la rage. Tu vas le regretter, Daniel. Tu vas réaliser ce que tu as perdu, et à ce moment-là, il sera trop tard. La seule chose que je perds, c'est une femme qui veut me tromper. Je survivrai, ai-je répondu. Michel a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crisser alors qu'elle reculait. Mon téléphone était dans ma main avant même que je décide consciemment de le prendre. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé « meilleur avocat spécialiste du divorce près de chez moi ». Mes mains ne tremblaient pas. J'ai appelé pour dire que j'étais malade le lendemain matin. C'était la première fois en 3 ans que je manquais le travail pour autre chose que la grippe. À 8 heures, j'étais assis dans la salle d'attente de Williams et Associés. Droit de la famille. Robert Williams avait 15 ans d'expérience et se spécialisait dans les divorces avec un patrimoine important. La salle de consultation était exactement comme on s'y attendrait. Des chaises en cuir, des livres de droit, des diplômes couvrant un mur. Williams lui-même avait la cinquantaine, grisonnant sur les tempes, portant un costume coûteux. Mais il ne m'a pas regardé comme si je n'étais pas à ma place. Dites-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit en sortant un bloc-notes juridique. J'ai tout déballé. L'exigence de Michel d'un mariage ouvert, sa menace de partir si je n'acceptais pas. Les mois de manipulation émotionnelle qui ont conduit à cela. J'ai gardé une voix stable et factuelle, mais à l'intérieur. Je traitais encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Williams a écouté sans juger, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai fini, il a posé son stylo et m'a regardé directement. Première question, voulez-vous sauver ce mariage, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu. La réponse est venue instantanément, me surprenant par sa certitude. Elle a clairement fait savoir ce qu'elle pense de moi, de notre mariage. Je veux en sortir. Bien. Ça rend les choses plus simples, a-t-il répondu en feuilletant ses notes. Pas d'enfant? Non, ai-je confirmé. Son exigence d'un mariage ouvert démontre un abandon des devoirs conjugaux. Les juges ne voient pas cela d'un bon œil. Son chômage affaiblit considérablement sa position, a-t-il expliqué. Vous garderez probablement la maison puisque vous pouvez démontrer que vous en assumez l'entière responsabilité financière. Elle pourrait avoir droit à une pension alimentaire temporaire. Mais minime. Quel est votre conseil sur la stratégie, ai-je demandé. Frappez vite et fort, a conseillé Williams. Signifiez-lui les papiers immédiatement avant qu'elle ait le temps de planifier ou de cacher des actifs. Déposez une demande pour différends irréconciliables, mais documentez ses exigences. Williams a sorti une convention d'honoraires. J'aurai besoin de 5 000 d'acompte. Nous pouvons avoir les papiers rédigés d'ici lundi. Signifiés d'ici mardi. Pouvons-nous le faire plus vite, ai-je demandé. Il a levé les yeux du contrat. À quelle vitesse? Aujourd'hui. Cet après-midi, ai-je répondu. Williams m'a étudié un instant. Essayant probablement d'évaluer s'il s'agissait d'une impulsion émotionnelle ou d'une décision calculée.
Cela coûtera un supplément pour un service d'urgence. Mais oui. Nous pouvons avoir les papiers prêts pour le déjeuner et les signifier avant 16 heures. Vous êtes sûr de vous, a-t-il demandé. J'ai signé la convention d'honoraires et j'ai rédigé un chèque de $6 000. J'en suis sûr. Je suis rentré chez moi par des rues familières. Passant devant l'école primaire où nous avions prévu d'envoyer nos futurs enfants. Devant le parc où Michel et moi avions l'habitude de marcher le dimanche matin. Tout semblait pareil, mais j'avais l'impression de tout voir pour la première fois. La voiture de Michel était dans l'allée. Elle était rentrée peu de temps après mon départ. S'attendant probablement à me trouver prêt à négocier, disposé à faire des compromis. Au lieu de cela, elle avait trouvé une maison vide et un mari qui avait passé sa matinée à engager un avocat. Je l'ai trouvée dans le salon, portant toujours la robe d'hier, mais froissée maintenant. Son maquillage étalé comme si elle avait pleuré. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir de l'espoir dans ses yeux. L'espoir que j'avais retrouvé mes esprits. Daniel, je suis si heureuse que tu sois là, a-t-elle commencé avec empressement. J'ai réfléchi toute la nuit. Et je réalise que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Peut-être que nous pouvons sauver ça. J'ai pensé chaque mot que j'ai dit, les yeux interrompus en m'asseyant en face d'elle. L'espoir est mort dans ses yeux, remplacé par quelque chose de plus dur. Alors et maintenant? Tu veux me punir d'avoir été honnête sur mes besoins. Je ne te punis pas. Je te donne exactement ce que tu as demandé, ai-je répondu. Pendant l'heure qui a suivi, Michel a tout essayé. Des larmes, de la colère, des promesses de couper les ponts avec ses amis. Des offres d'aller en thérapie de couple. Elle a même essayé la séduction, se rapprochant, touchant mon bras. Me rappelant ce que nous avions eu ensemble. Je n'ai rien ressenti. Chaque mot sonnait creux. Chaque contact semblait manipulateur. Elle n'était désolée que parce qu'il y avait maintenant des conséquences. À 15h45, j'ai entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. Michel était au milieu d'une autre supplication larmoyante quand on a sonné à la porte. « Tu attends quelqu'un » ai-je demandé. Michel avait l'air confuse. « Non, je... » Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Un homme d'âge moyen dans un costume bon marché se tenait sur mon porche avec une enveloppe Kraft. « Michel Foster » a-t-il demandé. « Elle est à l'intérieur » ai-je répondu en m'écartant. Michel est apparu derrière moi, toujours confuse. « Je suis Michel Foster. J'ai des documents légaux pour vous. » a-t-il dit en lui tendant l'enveloppe et en sortant un porte-bloc. « J'ai besoin que vous signiez l'accusé de réception. » J'ai regardé la couleur quitter le visage de Michel alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Ses mains tremblaient pendant qu'elle signait le formulaire. L'huissier est parti sans cérémonie. Et Michel est resté là à tenir l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré. « Ta liberté » ai-je répondu. Elle a déchiré l'enveloppe, sorti les papiers du divorce et lu la première page. Son visage est passé par une série d'expressions, l'incrédulité, le choc, puis la rage. « Tu as demandé le divorce aujourd'hui » a-t-elle demandé avec incrédulité. « Ce matin, ai-je confirmé. »« Tu ne peux pas être sérieuse. Nous n'avons même pas essayé d'arranger les choses. » A-t-elle protesté. « Il n'y a rien à arranger. Tu veux un mariage ouvert. Je veux un divorce. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons, ai-je expliqué. C'est de la folie. Tu jettes tout notre mariage parce que j'ai été honnête sur mes sentiments. A-t-elle exigé. Je mets fin à notre mariage parce que tu as cessé d'être ma femme, ai-je répondu calmement. Fais tes valises, Michel. Tu dois avoir quitté cette maison ce soir, lui ai-je dit. Tu me mets à la porte, a-t-elle demandé, choquée. Je te demande de partir. C'est encore légalement ta maison, aussi. Pour le moment. Mais je ne te veux pas ici, ai-je expliqué. Où suis-je censé aller, a-t-elle supplié. Appelle tes sœurs. Je suis sûr qu'elles t'aideront à célébrer ta nouvelle liberté, ai-je suggéré.
Pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé. Michel avait l'air vraiment effrayé. La réalité s'installait. Elle avait misé notre mariage sur ma volonté d'être humilié, et elle avait perdu. À 19h, Michel avait emballé ce qui rentrait dans sa voiture. Elle continuait d'essayer de relancer la conversation pour trouver un angle qui pourrait me faire changer d'avis. Mais j'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus définitif. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé charger la dernière valise. Elle a regardé la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Ou peut-être qu'elle voyait ce qu'elle était vraiment en train de perdre. Je t'appellerai demain, a-t-elle dit avec espoir. Quand tu auras eu le temps d'y réfléchir. Ne le fais pas, ai-je répondu. Elle est partie lentement comme si elle s'attendait à ce que je lui coure après. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La maison a semblé différente immédiatement. Plus calme, plus propre en quelque sorte. Mon téléphone a vibré vers 21h. Un message texte de Michel. Je reste chez mes parents. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Nous pouvons réparer ça. J'ai supprimé le message sans répondre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Michel est revenu le lendemain matin avec des renforts. Ses parents l'encadrant de manière protectrice alors que nous prenions tous place dans le salon. Michel nous a dit ce qui s'est passé, a commencé sa mère, Patricia, doucement mais fermement. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec la façon dont elle a abordé la situation. Nous pensons que tu réagis de manière excessive. Que je réagis de manière excessive à quoi exactement, ai-je demandé. Son père, Franck, s'est penché en avant. Elle avait des inquiétudes concernant votre mariage. Daniel. Peut-être qu'elle ne les a pas exprimées parfaitement. Mais l'a jeté dehors et demandé le divorce. C'est extrême. J'ai regardé Michel. Leur as-tu dit ce que tu as réellement demandé? Les yeux de Michel se sont détournés. Je leur ai dit que nous avions un désaccord sur l'avenir de notre relation. C'est une façon intéressante de le formuler, ai-je répondu. Me tournant vers ses parents, j'ai continué. A-t-elle mentionné qu'elle a exigé un mariage ouvert? Qu'elle voulait la permission de coucher avec d'autres hommes tout en restant mariée avec moi? Le silence qui a suivi était assourdissant. L'expression de Patricia est passée de la compassion à la confusion. Franck avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Michel? La voix de Franck était dangereusement calme. Est-ce vrai? Michel se tortillait sous le regard de son père. C'est plus compliqué que ça. As-tu ou n'as-tu pas demandé à Daniel d'accepter un mariage ouvert, a-t-il exigé? J'ai suggéré que nous pourrions peut-être explorer, a-t-elle balbutié. D'où Jésus, l'a interrompu Franck en se prenant la tête entre les mains. Michel, à quoi pensais-tu bon sang? Ces femmes, a dit soudain Patricia, la compréhension pointant dans sa voix. Ses amis à toi. C'était leur idée, n'est-ce pas? Le silence de Michel était une réponse suffisante. Franck s'est levé brusquement. Nous partons. Patricia, prends ton sac à main. Franck, attends, a protesté Patricia. Non. Je ne vais pas m'asseoir dans la maison de cet homme et écouter notre fille expliquer pourquoi elle pensait qu'il était acceptable de détruire son mariage, a-t-il déclaré fermement. Regardant Michel avec dégoût, il a ajouté, je t'ai mieux élevé que ça. Papa, s'il te plaît, a supplié Michel. Ne m'appelle pas papa. Tu as fait ton choix. Tu voulais agir comme une femme célibataire. Maintenant, tu en es une, a-t-il répondu froidement. Patricia a essayé de jouer les médiatrices. Michel, chérie, tu pourrais peut-être t'excuser. Essayer d'arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, suis-je intervenu. Votre fille a fait très clairement savoir ce qu'elle pense de moi et de notre mariage. Je lui donne juste ce qu'elle a demandé. J'ai fait une erreur, a protesté Michel désespérément. J'ai reçu de mauvais conseils d'amis qui, je le pensais, se souciaient de moi. Mais cela ne veut pas dire que nous devons jeter 7 ans à la poubelle.
Tu les as jetés à la poubelle, a dit Frank froidement. Au moment où tu as décidé que Daniel n'était pas suffisant pour toi. Après leur départ, la maison a semblé encore plus calme. Les parents de Michel avaient vu la situation clairement et avaient soutenu ma décision. Cela signifiait plus qu'ils ne le savaient probablement. Mon téléphone a commencé à sonner vers midi. Michel appelait de la maison de ses parents. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Des larmes, des excuses, des promesses de faire mieux. Des supplications pour que je reconsidère la question. Je l'ai effacée. Elle a appelé 6 fois de plus ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Les jours suivants ont suivi un schéma. De multiples appels, des messages vocaux de plus en plus désespérés. De longs textos expliquant à quel point elle était désolée. Elle s'est présentée à la maison à 2 reprises. Je n'ai pas ouvert la porte. Le jeudi, elle a envoyé un texto particulièrement long. J'ai quitté le groupe. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Je sais ce qu'elles m'ont fait. Comment elles ont empoisonné mon esprit contre toi. S'il te plaît, Daniel. Pouvons-nous juste parler? Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. J'ai appelé Robert Williams à la place. Elle panique, lui ai-je dit. Elle appelle constamment, se présente à la maison, promettant de tout changer. Schéma classique, a répondu Williams. La réalité s'installe. Un contact de son avocat? Je ne pense pas qu'elle en ait engagé un, ai-je répondu. Elle le fera. Elle fait probablement le tour pour essayer de trouver quelqu'un qui prendra l'affaire avec des honoraires de résultat. Un conjoint sans emploi dans un divorce a des options limitées, a-t-il expliqué. Cette nuit-là, Michel a essayé une approche différente. Au lieu d'appeler, elle est venue à la maison vers 21h et s'est assise dans sa voiture dans l'allée. Elle est restée assise là comme si elle attendait que je sorte et que je l'invite à entrer. Je l'ai regardée par la fenêtre de la chambre. Elle avait l'air pathétique, affaissée sur le volant, s'essuyant occasionnellement les yeux. Cette femme, qui avait été si confiante quand elle avait exigé un mariage ouvert, était maintenant réduite à camper dans mon allée comme une harceleuse. Après 1 heure, elle a abandonné et est partie. Elle était de retour la nuit suivante. Et la nuit d'après. Le dimanche, j'en ai eu assez. Quand j'ai vu sa voiture s'arrêter, je suis sorti et me suis approché de la fenêtre du côté conducteur. Michel l'a baissée avec empressement, l'espoir illuminant son visage. Daniel, j'espérais que nous pourrions, a-t-elle commencé. Arrête de venir ici, les jeux interrompus. L'espoir est mort. Je veux juste parler, a-t-elle supplié. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. C'est fini? Ai-je répondu fermement. Ça n'a pas besoin d'être fini. Nous pouvons aller en thérapie de couple. A-t-elle suggéré désespérément. Michel, écoute-moi très attentivement, ai-je dit. Tu m'as demandé de te laisser me tromper. Quand j'ai dit non, tu as menacé de partir. Je t'ai prise au mot. C'est la fin de l'histoire. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort, a-t-elle protesté. Tu réalises maintenant que ton plan s'est retourné contre toi. Tu pensais que j'allais céder. Accepter une certaine version de ce que tu voulais. Au lieu de cela, tu fais face à un divorce et tu vis dans le sous-sol de tes parents, ai-je répondu. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Non. C'est faux. Tu aimes la sécurité que je fournissais. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu ne m'aurais jamais demandé d'accepter ton infidélité, ai-je répondu. Michel a recommencé à pleurer. Daniel, s'il te plaît. 7 ans de mariage, ça ne compte pas pour rien? Ça comptait pour tout. Jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas suffisant, ai-je répondu. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Elle est restée assise là pendant encore 1 heure, mais je n'ai plus regardé par la fenêtre. Elle n'est pas revenue après cette nuit-là. Les appels et les textos ont progressivement diminué, eux aussi. 3 semaines après que j'ai déposé la demande, Williams a appelé pour faire le point.
Elle a engagé un avocat, le moins cher qu'elle ait pu trouver, a-t-il rapporté. Il a appelé ce matin pour discuter des conditions de règlement. Quel genre de règlement, ai-je demandé. L'habituel. Elle veut la maison, la moitié des comptes de retraite. Une pension alimentaire permanente. La liste de souhaits standards pour un conjoint sans emploi. A-t-il expliqué. Et que lui avez-vous dit, ai-je demandé. Williams a gloussé. Je lui ai dit de revoir les circonstances qui ont conduit à la demande de divorce et de me rappeler. Quand il aurait des exigences plus réalistes. 2 jours plus tard, l'avocat de Michel a rappelé. Elle acceptait notre offre de règlement, la moitié des liquidités, environ $8 000 au total. Sa voiture, ses effets personnels et 6 mois de pension alimentaire temporaire. J'ai gardé la maison, les comptes de retraite, mon camion, une rupture nette. Je n'ai rien ressenti quand Williams m'a annoncé la nouvelle. Pas de soulagement, pas de satisfaction, pas de regret, juste un sentiment d'achèvement. Comme après avoir terminé un travail long et désagréable. Le palais de justice était exactement comme on s'y attendrait. Des sols en marbre. Un éclairage fluorescent et une atmosphère institutionnelle qui rendait tout définitif et officiel. Je me suis assis dans le couloir devant la salle d'audience 3C. Portant le même costume que celui que j'avais porté à notre mariage 7 ans plus tôt. Michel est arrivé avec 15 minutes de retard avec son avocat bas de gamme. Elle avait l'air terrible, maigre, pâle. Portant une robe qui semblait provenir d'un rayon de liquidation. La femme confiante qui avait exigé un mariage ouvert 3 mois plus tôt avait été remplacée par quelqu'un qui avait l'air vaincu et désespéré. Quand ils ont appelé notre affaire, nous sommes entrés dans la salle d'audience comme des armées opposées déposant les armes. La juge Patricia Hernandez présidait. Une femme stricte d'une 50aine d'années qui avait probablement vu toutes les variantes de l'échec matrimonial humain. Il s'agit d'une dissolution de mariage non contestée fondée sur des différends irréconciliables, a annoncé la juge après avoir examiné notre dossier. Les 2 parties ont accepté les conditions du règlement. Madame Foster, est-ce exact? La voix de Michel était à peine audible. Oui, votre honneur. Monsieur Foster, a demandé la juge. Oui, votre honneur, ai-je confirmé. La juge a feuilleté plusieurs pages. Madame Foster. Vous comprenez que vous renoncez à votre droit à une pension alimentaire permanente en échange de 6 mois de pension alimentaire temporaire? Oui, votre honneur, a répondu doucement Michel. Et vous êtes tous les 2 convaincus que ce règlement est juste et équitable, a demandé la juge. C'était le moment que je redoutais. Non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je savais que Michel pourrait tenter un dernier coup désespéré. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Oui, votre honneur, a-t-elle répondu. La juge Hernandez a signé plusieurs documents et nous a regardés. La dissolution du mariage entre Daniel Foster et Michel Foster est par la présente accordée avec effet immédiat. Vous êtes tous 2 libres de vous remarier. Bonne chance à vous 2. Juste comme ça, 7 ans de mariage ont été légalement effacés. Pas de drame, pas de confrontation finale. Juste une efficacité bureaucratique et le son d'un marteau. Michel pleurait doucement alors que nous quittions la salle d'audience. Pas les larmes de manipulation qu'elle avait utilisées pendant nos disputes. Mais un véritable chagrin pour ce qu'elle avait jeté. J'ai ressenti un moment de pitié pour elle, mais il est passé rapidement. Alors que je sortais du palais de justice, je pouvais entendre Michel sangloter derrière moi. Mais je ne me suis pas retourné. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Le réveil sonne à 5:30. Mais au lieu de me traîner hors du lit pour travailler pour quelqu'un d'autre, je suis debout tôt pour revoir les calendriers de projet pour Foster Construction. L'entreprise que j'ai bâtie de zéro après que mon monde se soit effondré. Cela a commencé petit. 2 ans après le divorce. J'ai utilisé mes économies et un prêt commercial pour acheter un camion et des outils. J'ai pris de petits travaux résidentiels. Maintenant, Foster Construction emploie 15 personnes et s'occupe de tout. Des maisons sur mesure aux rénovations commerciales.
L'année dernière, nous avons généré 800 000 de revenus. La modeste maison que je m'étais battu pour garder lors du divorce a été transformée, agrandie, modernisée, et vaut maintenant le triple de ce que Michel et moi avions payé à l'origine. Mais la véritable transformation n'est pas dans l'entreprise ou dans la maison. Elle est dans l'homme qui possède les deux. Sarah Martinez est entrée dans ma vie il y a 3 ans. Elle était professeure d'anglais au lycée, 34 ans, jamais mariée, farouchement indépendante. Pendant la rénovation de la cuisine de sa sœur, Sarah a posé des questions intelligentes sur les travaux structurels. A semblé véritablement intéressée par le savoir-faire. La plupart des gens veulent juste savoir quand ce sera fini. Lui ai-je dit autour d'un café une semaine plus tard. Vous vous êtes vraiment soucié de la façon dont cela se fait. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, a-t-elle répondu avec un sourire. Que ce soit de la littérature ou des murs porteurs. Nous avons pris notre temps. Sarah avait sa propre maison, sa carrière, ses comptes de retraite. Elle n'avait pas besoin de moi pour subvenir à ses besoins ou donner un sens à sa vie. Elle me voulait dans sa vie parce qu'elle appréciait ma compagnie. La différence était profonde. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas d'intention cachée. Quand Sarah avait des inquiétudes, elle les abordait directement. Après des années à essayer de décoder les allusions passives et agressives de Michel, la communication directe de Sarah est apparue comme une révélation. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble dans ma maison, que Sarah a aidé à repenser. Elle a insisté pour payer sa part malgré mes protestations selon lesquelles je pouvais gérer les dépenses. Je ne suis pas intéressé à être entretenu, a-t-elle dit fermement. Je suis intéressé à être une partenaire. Le mois dernier, j'ai fait ma demande. Non pas avec l'espoir désespéré de retenir quelqu'un que j'avais peur de perdre, mais avec la confiance calme d'un homme qui avait trouvé quelqu'un avec qui il valait la peine de construire une vie. Sarah a dit oui immédiatement, puis m'a surpris. J'ai déjà parlé à mon avocat d'un contrat de mariage, a-t-elle annoncé. Je pense que nous devrions tous les deux protéger ce que nous avons construit indépendamment. Si Michel avait suggéré cela, j'aurais été blessé. De la part de Sarah, c'était tout simplement logique. Nous étions 2 adultes établis avec des actifs et des carrières. Pendant ce temps, la vie de Michel était restée figée dans les conséquences. Je ne surveille pas activement mon ex-femme, mais dans une ville de cette taille, les informations circulent. Elle vit toujours avec ses parents, bien qu'ils approchent tous les deux des 70 ans maintenant. Elle travaille à temps plein dans un cabinet médical. C'est mieux que le travail de salon de manucure qu'elle avait pris immédiatement après le divorce. Mais c'est encore loin de la vie confortable qu'elle a abandonnée, elle ne s'est jamais remariée. Des amis ont mentionné l'avoir vue sur des applications de rencontres, mais apparemment, les hommes ne font pas la queue pour épouser une femme dont le précédent mari a divorcé parce qu'elle exigeait une relation ouverte. L'histoire a fait le tour de notre cercle social. Les gens demandent parfois si je regrette d'avoir été si dur avec Michel. Je n'ai pas été dur, j'ai eu du respect pour moi-même. Michel a fait le choix de valoriser ses désirs plus que notre mariage. J'ai répondu en valorisant ma dignité plus que sa présence dans ma vie. Sarah et moi planifions un petit mariage, la famille immédiate et les amis proches. Nous sommes tous les deux plus âgés, plus posés. Moins intéressés par le spectacle que par la substance. Tu penses que tu voudras des enfants, a demandé Sarah récemment alors que nous discutions de notre avenir. Peut-être, ai-je répondu. Et toi? Peut-être. Mais je suis heureuse dans les 2 cas. Je ne cherche pas en toi quelqu'un pour compléter ma vie. Daniel. Tu l'améliores, a-t-elle répondu. C'est la différence entre Sarah et Michel en une phrase. Michel s'attendait à ce que je remplisse tous les espaces vides de sa vie. Quand j'ai inévitablement échoué à être tout pour elle, elle a regardé ailleurs. D'abord vers ses amis toxiques, puis vers le fantasme d'autres hommes. Sarah aborde notre relation comme un ajout à une vie déjà bien remplie. Pas comme un remplacement pour une vie vide. Elle a sa carrière, ses amitiés, ses intérêts, ses objectifs. Je ne suis pas responsable de son bonheur.
J'ai juste la chance de le partager. Il y a 8 ans. Je pensais que ma vie se terminait quand Michel a franchi cette porte en exigeant que j'accepte son infidélité. Je n'avais aucune idée qu'elle ne faisait que commencer. Michel m'a appris ce que je n'accepterais pas. Sarah m'a montré ce que je méritais. Et parfois, apprendre ce que l'on ne tolérera pas est la première étape pour trouver ce que l'on veut vraiment. Et c'est ainsi que nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vue venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.